Bienvenue dans Sans Concession pour une émission exceptionnelle car ici on roule à gauche. C'est la première émission qu'on fait à l'étranger, dans une concession étrangère. On est tout près de Southampton en Angleterre et c'est Eric de Seine, bonjour Eric, qui nous accompagne pour cette visite d'une concession Yamaha dont le nom est bien connu en compétition, Eric. C'est un nom qui anime la compétition depuis des décennies quasiment. Et je trouvais bien de venir, quitte à sortir des frontières, autant aller voir une concession un peu exceptionnelle. Et c'est à la fois une concession qui vend des motos tous les jours, qui satisfait ses clients, qui a son atelier, et puis à l'antre de la compétition, la passion, l'engagement d'un homme, d'une famille, parce qu'il y a Paul, mais il y a son père aussi. Et donc c'est très attachant et je trouve ça super de voir que finalement l'universalité de la moto, de la passion, de l'attachement à Yamaha, qu'on soit finalement en France ou en Angleterre, vous allez voir, il y a quand même des similitudes. Il y a des points communs et Paul, c'est Paul Denning, très connu en compétition. On va à sa rencontre tout de suite dans la concession. Eh oui. Yamaha Crescent. Hey, Paul. Okay. Hi Paul. Welcome to Crescent Yamaha. Nice Nice to to see see you you again. Hello, Paul. David, Nice to meet you. nice to meet you. Nice Yeah. to see you. How's things? On m'a dit que tu parlais un petit peu français. Un petit peu, mais pas suffit pour le film. We know Crescent for... On connaît Crescent pour la compétition, mais c'est aussi une concession. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? So as a motorcycle business, Pour la partie business moto, on est là depuis 1950, ça veut dire 70 ans. Mais pour répondre à la question, ici, dans ce magasin, on est là depuis 2001, c'est-à-dire 20 ans. Est-ce que le team est aussi basé ici ? in the past it was, yes. Oui, dans le As the passé, business c'était le got cas. bigger, Mais comme le business, mais aussi le team se sont développés, on a été obligé de séparer les deux activités. This is the- Oui, avec le titre, c'est la partie finale. Enfin non, je vais dire que c'est le point de départ pour la prochaine Je histoire. vois ici, Eric, je me crois dans une concession en France. C'est les mêmes codes, c'est les mêmes décos. Il y a quelque chose de commun, il y a une consigne commune. Oui, évidemment. En fait, il faut comprendre que pendant presque 50 ans, Yamaha Europe animait, soutenait des distributeurs qui étaient finalement assez indépendants. Même quand on s'appelait Yamaha Motor France, on faisait relativement ce qu'on voulait. Depuis maintenant 2014, qu'on a lancé cette grande réforme de l'organisation de Yamaha Europe, le siège de Yamaha Europe est devenu opérationnel. Et donc ça permet d'avoir une discipline bien plus élevée, une exigence plus élevée. Et l'intention était vraiment de réussir à apporter le même niveau de qualité de service client que tu sois en Grèce, en Belgique, au Portugal ou en France ou ici en Angleterre. Donc évidemment qu'on retrouve les codes de la marque et qu'on retrouve une identification qui est la même pour l'ensemble des pays européens. D'accord, donc je vois l'espace My Garage, hein, c'est ça, Ouais. qui est le même Oui, partout. Alors qu'on partout retrouve. on a ces espèces de box, on a les écrans tactiles qui permettent de faire la configuration des machines, on retrouve ce qu'on appelle nous la stratégie des 3 blocs, puisque notre grand concept c'est de dire qu'on essaie de répondre à 3 motivations fondamentales de nos clients à acheter, qui sont l'usage, on va dire, tous ceux qui ont besoin, scooters entre autres, ceux qui aiment, c'est-à-dire les motos de loisirs, et puis ceux qui courent, la compétition. Donc tout le magasin est toujours organisé autour de ces 3 blocs, vraiment le commuting, l'usage, le loisir, plaisir et la compétition. 3 blocs comme les 3 diapasons Yamaha Voilà. qui forment le logo. Et d'ailleurs, on avait découvert ce logo, l'explication du logo, il y a quelques temps dans Sans Concession. On regarde ça tout de suite. Il faut bien différencier Yamaha Motor, fabricant de motos né en 1955, de sa maison mère Yamaha Company, créée en 1887 par Toraguzu Yamaha, qui proposait dans un premier temps des orgues, pianos et tout un ensemble d'instruments. L'objectif de Yamaha a toujours été d'améliorer la qualité de vie dans le monde entier. La philosophie de l'entreprise se résume par le partage de l'esprit, le kando.
La philosophie particulière de Yamaha, c'est le kendo. C'est un mot japonais qui veut dire émotion, compassion. Avant de penser au client, nous devons penser à nous-mêmes. Si nous sommes satisfaits et heureux, si nous retirons de l'émotion de ce que nous fabriquons, alors le client le ressentira également et achètera nos motos. Ces codes profonds de la philosophie de l'entreprise seront donc appliqués à la branche moto. Pour bien marquer ces valeurs ancrées dans la fabrication des instruments de musique, le logo sur les réservoirs des 2 roues sera constitué de 3 diapasons qui représentent 3 directions, fabrication, marketing et technologie, que l'entreprise se fixe pour parvenir à l'excellence. Eric, moi je me pose la question parce qu'il y a une identité commune. Est-ce que les modèles vendus sont les mêmes? On va commencer par poser la question à Paul. Et après, je te demanderai, j'ai une petite question pour toi, Paul. Paul, quels sont les modèles les plus vendus ici? Disons que je dirais qu'on est chanceux d'avoir une gamme aussi large chez Yamaha. Mais clairement pour nous ici, dans le shop, on vend beaucoup de grosses motos. C'est la plupart de notre volume. Oui, la Tracer 700 est plutôt pas mal, mais jusqu'à présent, c'est le nouveau modèle. La Tracer GT qui s'est très bien vendue en 2021 et au début de l'année 2022. Maintenant, en termes de volume, c'est la Ténéré 700 qui est notre meilleure vente depuis 2 ans. Cette Ténéré, Eric, qui remporte du succès ici aussi. Qu'est-ce qui explique ce succès? Non, mais je crois que la Ténéré, c'est vraiment une moto qu'on a pu développer à partir de notre centre de R&D qui est basé en Europe, ce qui a fait le même boulot sur la Tracer 700, sur l'XSR, donc sur beaucoup de modèles, sur les X-Max. Tout ça s'est développé en Europe. Oui. Et je pense qu'à un moment, il n'y a pas de hasard ou de chance. Quand on développe une moto directement sur le territoire, sur le continent, pour lequel elle est destinée, normalement on touche juste. C'est à Milan. Et donc c'est à côté de Milan, et c'est ce centre qu'on avait eu, tu avais eu la chance de visiter quelque temps. D'ailleurs, on avait vu le Clay modèle de ce modèle, c'était il y a quelques années. On regarde le reportage qu'on avait fait à l'époque. Eric, tu nous présentes les lieux ici, on est où? Vers Milan? Oui, on est au nord de Milan, en direction de Côme, et on est dans ce qu'on appelle le Yamaha Village. Ici, tout est archi sécurisé et il y a un degré de confidentialité qui est important pour ce bâtiment. Alors là, on se dirige où? Et bien là, on rentre dans le bâtiment où on a ce qu'on appelle les Clay Model Room, ça veut dire que ce sont les pièces où on travaille les maquettes à l'échelle 1 de nos prototypes. All entities are participating to this meeting. So because everybody must understand, if we do some correction, we must be sure that immediately we can decide if it's realistic, not, costly, not, engineering point of view, possible, not, and then at least everybody can give advice. And, even the name of the model? We don't decide the name with the Clay model. Le premier jour où tu mets tes fesses sur cette moto ou ce proto, tu as l'impression de vivre un moment totalement privilégié. Tu es 3 ans avant la commercialisation, tu as encore manière de pouvoir ajuster certains paramètres. Donc moi je respecte profondément ces moments-là et j'essaie d'être avec toutes les pores de ma peau réceptif à ce que la moto peut me donner et d'essayer d'être le plus clair possible dans ce que je vais pouvoir restituer. En termes de prix, est-ce que ce sont les mêmes prix que l'on retrouve en Europe? Oui, plus ou moins. And this bike is a good price. Oui. En fait, je vais vous dire franchement les choses, c'est que la plupart de mon temps est consacré au team, donc j'ai pas trop le temps de m'organiser, de me consacrer sur le business. Maintenant, quand je suis dans le magasin et que je réfléchis en tant que client, je trouve que cette machine, elle est bien placée. Vous avez toutes les options électroniques, vous avez le pare-brise large, il y a les suspensions électroniques. Maintenant, quand vous n'avez pas votre femme derrière vous, vous pouvez enlever les bagages, vous pouvez poser le genou par terre dans les virages, vous pouvez faire des roues arrière en 3e, 4e, 5e.
Voilà, l'électronique pour vous permettre de rouler correctement, c'est le traction control par exemple, c'est vraiment très bien. Pour 14 000 €, je pense que c'est un bon produit. Ces motos, ça donne envie de prendre la route. Eric, on peut le faire, on peut prendre la route avec quelques motos. D'autant qu'ici, il y a pire en Angleterre. Ici, il y a de très jolies forêts, il y a de jolies petites routes. Et je pense qu'une Tracer 9, ça devrait aller bien. On va prendre une Tracer 9 GT. Moi, j'aimerais bien essayer aussi la MT10 que Johan a testée. Je crois qu'ils en ont ici, j'en ai vu. Non, elle n'est pas encore là. Tu auras droit à la MT9. Ah, j'aurais que la MT9. Mais tu as raison, garde-toi un peu d'influx parce que la 10, c'est bien. Bon Eric, on s'en est sorti, on a roulé à gauche sans incident. Oui, enfin difficile de se lâcher quand même. Tu es obligé d'y penser, vaut mieux que tu y penses un peu quand même tout le temps. Donc voilà la petite différence entre cette MT-09 que tu conduisais et la Tracer 9 GT. C'est quelques pièces de châssis, mais elles partagent beaucoup de points communs. Oui, elles partagent beaucoup de points, évidemment. Le moteur, l'âme centrale du châssis, il y a une différence sur le bras oscillant. Mais sinon, globalement, on a, et c'est ça qui est assez formidable, c'est qu'on a deux personnalités de moto très différentes, et pourtant le même cœur, le même moteur. Et on s'aperçoit que tu as plutôt envie d'enrouler avec la Tracer 9, qui est vraiment d'une grande polyvalence. Et sur l'autre, quitte à te prendre du vent, autant regarder comment ça joue. Donc c'est incroyable comme finalement on arrive à avoir, par la différence de l'assise, tu as vu, on voit bien qu'on est plus près du guidon, ici tu es plus confortable. Et bien finalement ça incite aussi à jouer différemment des capacités de la moto. J'ai bien aimé cette Tracer 9 GT, je la connaissais, hein. Je l'avais essayé l'année dernière en compagnie de François Tarou. On avait fait un petit tour dans le sud de la France et j'aime bien pouvoir régler la bulle comme ça en roulant sans problème, ajuster à la conduite. J'aime bien, parce que je possède aussi l'ancienne Tracer, j'aime bien la tenue de route de celle-ci, la rigueur du châssis qui est supérieur. On n'a pas roulé à des hautes vitesses, on est en Angleterre et je risquerais de rouler à droite, donc faut que je focalise mon attention sur le fait de rouler à gauche, mais cette moto, on sent beaucoup plus qu'elle est posée au sol. Oui, le gros développement ou le gros avantage de cette génération-là, comme sur la MT-09, ça a été vraiment la reconstruction de la partie arrière du châssis, notamment de son bras oscillant. Oui. On est parti d'un bras oscillant qui est devenu plus large, et qui en fait encadre le cadre plutôt que d'être pincé par le cadre. Ce qui fait que ça donne une rigidité au bras oscillant bien supérieure et qui amène une qualité de guidage de l'ensemble de la moto qu'on ressent vraiment à la conduite en toutes circonstances. Une plus grande stabilité en tout cas. Plus grande stabilité à haute vitesse et puis voilà, une rigidité, une mise sur langue qui est très franche et on sait toujours où on en est et une bonne qualité d'information puisque tu as vraiment de l'info qui remonte, ce qui fait que tu sais toujours où tu en es. L'autre amélioration pour cette année, ça a été le nouvel équipement des bagages, puisque maintenant on a développé vraiment avec deux partenaires différents la bagagerie latérale et le top case. Et on fait tous les inserts couleurs sont réalisés chez MBK. En fait, on fait nous-mêmes notre plasturgie, notre injection, notre couleur, ce qui permet d'être absolument raccord avec les peintures officielles de la marque. Donc la qualité d'intégration de l'ensemble de la bagagerie s'en voit améliorée. Chez MBK à Saint-Quentin, dans votre usine de Saint-Quentin, voilà. Exactement. Et oui, on continue à produire en France. Oui. Y en a plein qui rêvent de réindustrialiser la France. Nous, on y restait. Alors du coup, on essaye de continuer à donner de la valeur à cette usine. Et entre autres, maintenant, l'usine travaille aussi pour notre division accessoires. D'accord. Alors le châssis de cette moto, il est plus rigide qu'auparavant. Le moteur, on le connaît bien. Oui. C'est le 3 cylindres, très souple. Oui. C'est un 3 cylindres très souple qui est capable d'envoler un peu. Il a du caractère, mais c'est un peu l'architecture 3 cylindres en ligne qui est idéale en fait. Un compromis idéal entre les bicylindres un petit peu plus rugueux et les 4 cylindres peut-être un peu trop onctueux. Celui-là, il est bien. Alors j'ai une petite question, on tient le patron de Yamaha Europe, tu as peut-être la réponse à ça, c'est-à-dire que
tu étais sur la MT-09, il y a sa version traceur. Ça, c'est le 3 cylindres. Il y a la MT-07 et son bicylindre et sa version traceur, la Tracer 7. Il y a la MT-10 avec le 4 cylindres cette fois. À quand une version traceur de la MT-10 ? Ben, c'est une bonne question. La réponse, elle aurait déjà pu arriver. Et puis Euro 5 nous a cassé cette Ah, ça a été pensé ? Oui, ça a été pensé. Il y avait une cohérence. Il y avait une cohérence. Même si, faut se souvenir que une Tracer, c'est finalement au départ un trail routier, c'est parti de la TDM 850. On peut se poser la question de savoir s'il continue à monter en cylindrée. Et quand tu vois le moteur de la MT-10, notamment issu de la R1 quand même, est-ce qu'on est encore dans la polyvalence ? C'est pas si facile. Mais vous vous étiez posé la question et vous y avez réfléchi. Évidemment qu'on y a réfléchi, mais là encore, actuellement en tout cas, la polyvalence et l'aboutissement de la Tracer 9 nous fait beaucoup hésiter à encore pousser plus loin. Parce que faut être conscient, un moteur de MT-10, ça pousse très fort. Oui. L'avantage d'être monté sur un roadster, c'est qu'à un moment, tu as une limite au vent qui te rappelle un peu à l'ordre, à essayer de rester dans des vitesses à peu près raisonnables. Et donc, quand tu vois déjà qu'une Tracer 9, ça va avec 240 km/h, tu te poses la question moralement et dans le sens du marché. Est-ce que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, le marché aura encore envie de ça? C'est pas sûr, mais évidemment qu'on se pose la question tout le temps. Comment tu peux pas te poser la question quand tu roules sur un MT-10 et que tu vois ce moteur, tu as envie de le mettre partout. Bah oui, alors justement, on parle de vitesse, on parle de performance. Bah moi, ce que je te propose, Eric, c'est qu'on retourne dans la concession. J'ai vu un petit corner dédié à Toprak, qui sent bon. Ouais, qui sent bon la compétition. Un petit corner Toprak, Razgat, Clio, Glou, je l'ai bien dit. On y va. Là, on est dans un espace racing, c'est logique pour cette concession Crescent. Paul, ce n'est pas la vraie moto de Toprak. Non. Non, évidemment. On a fait un beau boulot pour la faire ressembler au plus près. En fait, avec le support d'Eric et de Yamaha Europe, on a fait à la fin du championnat du monde une série de réplicas en espérant qu'on allait gagner le championnat. En fait, il y a 21 machines qui ont été faites comme celle-ci pour célébrer le titre de Toprak. 21, donc il y en a 21 exemplaires de celle-ci. Les clients, en fait, étaient vraiment concentrés sur le problème des délais pour l'utiliser sur la piste le plus tôt possible cette année. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même des sacrées spécifications, notamment avec les pneus slick. C'est vraiment une machine dédiée à la piste. Ouais, on a aussi quelques clients en France qui veulent rouler avec. Alors, ils attendent eux aussi leur bouchon de réservoir. Ouais, ça a été vendu en moins de 48 heures sur notre site en ligne. Pourquoi n'avez-vous pas fait 54 modèles? Ah oui, l'idée c'était de faire 54 modèles, mais malheureusement, on a été confronté très rapidement au problème de disponibilité des machines. Et donc, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Vous donnez aussi le trophée, là, le trophée de Manicourt? Non, ça c'est le trophée de l'équipe. Oui, c'est le vrai. Ah, vous savez, en fait, on n'est pas si loin de la moto officielle. Hein. On arrive à peu près à 200 chevaux pour 170 kg. On va dire qu'il y a 5 ans, cette machine, elle était très compétitive sur le plateau. Cette moto-là, avec le chiffre 44, c'est la moto d'Hamilton? Oui, tout à fait. Vous voyez le logo et le chiffre. En fait, Lewis, vous savez, bon, je ne vais pas commenter sa situation financière, mais le problème, c'est le temps. Donc, en fait, il nous a commandé 2 motos parce qu'en fait, il nous a dit que s'il avait 2 ou 3 jours à rouler dans l'année, il ne voulait pas être limité. Donc, s'il devait chuter, il voulait reprendre la deuxième moto tout de suite. Maintenant, à chaque fois qu'on est allé avec lui, il est tombé. On sait pourquoi c'est un pilote de Formule 1. Il est déjà tombé avec la M1? Oui, il est aussi tombé effectivement avec la M1. Mais à chaque fois, c'était des chutes de qualité, si je peux dire. Il est rentré un petit peu fort sur le virage, sur l'avant, donc il perd l'avant, mais jamais de chute stupide. Ce qui, à mon avis, ce qui est intéressant dans la démarche de Paul avec cette édition limitée, c'est que
ça fait partie de ce que Yamaha aime partager avec ses clients. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu as un titre de champion du monde, c'est pas juste pour toi. C'est quand même sympa de le partager. Et on peut remonter 1994, Bol d'Or, les frères Saron qui gagnent le bol. Et on fait à l'époque une série limitée de l'YZF Bol d'Or. Tu avais la plaque du Bol d'Or numéroté, on en avait fait 99 à l'époque, donc c'était un peu plus ambitieux que 21. Mais on avait moins de problèmes de stock. Donc, mais ce que je trouve sympa, c'est qu'on continue à avoir cette démarche-là. Quand on gagne un titre, quand on a envie de... Oui, exploitation de victoire. Et clairement, l'idée, c'est pas de faire de la marge là-dessus. C'est ce que disait Paul. En ce moment, on est limité en nombre de quantités, mais c'est plutôt de se dire, là, c'est une belle image, on la partage, et on sait qu'on a des clients qui sont heureux de pouvoir se retrouver en affinité et en association avec le titre qu'on a remporté. Regarde le numéro, c'est une édition limitée qui reprend le numéro 1 du titre mondial. Voilà. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que l'idée du 4 qui devient 1, ça vient du GMT 94, lorsque Christophe remporte le titre en 2014, avec la R1 pour sa dernière saison. Oui, je m'en rappelle. On a une grande discussion avec Christophe Guillot où il me dit je veux le numéro 1. Non, faut que je garde mon 94. Et toi, tu voulais le 1 je dis, Christophe, tu peux pas, pour une fois, tu peux pas ignorer, tu es quand même champion. Et il m'a dit, je peux pas, etc. Et là-dessus, je vais dessiner un 4 qui devenait un 1. Enfin, je vais dessiner et je lui ai envoyé par mail. Je lui ai dit, si on fait comme ça, est-ce que ça te va? Il m'a dit, ah oui, ok. Et du coup, on a fait le 4-1 pour Christophe en 2015. Et lorsque cette année, on s'est retrouvé avec un peu la même ambiguïté de Toprak, qui ne savait pas s'il allait garder le 54 ou garder le 1, a priori, je crois qu'il va finalement plonger pour le 1. C'est une info exclusive. Non, je ne sais pas si c'est encore... Non, parce que peut-être que c'est le fake news de l'année. Mais toujours est-il qu'il s'est posé la question et qu'on lui a montré qu'entre les deux, il y avait une solution possible. Donc on a pris l'habitude. Ben non, mais il n'a pas un 4 non plus dans son chiffre. Alors, c'est plus dur. C'est plus dur. Okay. Donc, on entend du bruit dans l'atelier. Là, c'est la même qui passe au banc, j'imagine. C'est une R1 ? Ah bah là-bas au bruit, ça a l'air d'être une R1, c'est du crossplane. On va voir. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Tu nous emmènes à l'atelier, Paul? L'atelier. Workshop. Workshop? Yeah, let's go and see the workshop. Okay. A new word I know, l'atelier. Okay. L'atelier. Monsieur a le Wi-Fi. We have a nice mixture of French and English. Franglais. Franglais. Yeah. This place is, Cet atelier est vraiment incroyable et vraiment très propre. On pourrait presque manger par terre. Et c'est vous qui imposez les standards ou vous suggérez les standards de propreté, de qualité? Il y a deux choses. Il y a à la fois l'architecture de l'atelier qui en général se construit avec le conseil de nos services. En ce qui concerne l'outillage, l'équipement par banc, il y a un certain nombre de critères qu'il faut savoir respecter. Les outils, c'est des partenariats spécifiques? Alors oui, on a avec Case Tools, qui est un de nos partenaires en termes de sponsoring et de compétition. C'est tout l'intérêt du partenariat de sponsoring, c'est que ça va aussi sur une application commerciale qui permet aux concessionnaires d'avoir à la fois l'ensemble de l'outillage à des conditions financières intéressantes et puis une qualité d'outillage irréprochable. C'est pas le cas de tous les concessionnaires Yamaha. Si, tous les concessionnaires Yamaha. Tous les ils ne sont pas obligés d'acheter Case Tools, mais en ce qui fait absolument, tout à fait. En France aussi? Oui, absolument, partout. Un client Yamaha doit respecter de la même façon qu'il aille en Grèce ou qu'il aille en Belgique ou qu'il aille en Angleterre. Et à un moment, le service Yamaha, c'est notre responsabilité de faire en sorte qu'il soit au meilleur niveau. Donc on forme les mécaniciens, il y a des gradations, bronze, argent, or, l'outillage, la préparation, la surface, le confort de travail des mécaniciens. C'est de la rationalisation en fait. C'est de la rationalisation ou de la recherche d'efficacité pour être sûr d'apporter un bon service. We know that. Ouais, en fait, on savait que le Big Boss allait venir, alors je voulais être sûr que mon équipe serait prête en temps et le concept est là. J'avais été visiter la concession de Séville parce qu'on avait notre congrès à Séville il y a 3 ans et j'avais été voir le concessionnaire. Quand je suis arrivé dans l'atelier, il y avait tous les mécaniciens, absolument une visite d'inspection, c'était terrible. Donc là, c'est plus naturel. Et je suis déjà venu une autre fois, c'était pareil, donc c'est quand même... En fait, on essaye d'amener le professionnalisme du monde de la compétition aux clients du quotidien en fait. Quand notre client arrive et amène par exemple sa MT-07, eh bien on va y consacrer la même attention que sur une moto de course par exemple. James ici va vraiment la traiter comme s'il travaillait sur une M1 de course. Ce qu'on voulait, c'est faire en sorte que l'expérience de la course
profite aussi aux clients GYTR. et qu'on fasse Donc, attention à ce que lorsqu'on vend des pièces de préparation racing, tu aies la compétence pour la monter derrière. Et ça, c'est quand même super important. Et c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte que tous nos concessionnaires ne sont pas GYTR, parce qu'à un moment, quand tu changes le CU d'une moto, quand tu changes un mètre cylindre, il vaut mieux connaître et savoir ce que tu fais. Ouais, j'entends depuis tout à l'heure, on discute, j'entends une moto qui passe au banc, c'est une R1. Oui, bah, ça au son, oui. Ouais. Tu reconnais bien le crossplane. Oui, quand même. Ouais. Et j'aimerais qu'on aille voir Mitch. C'est Mitch qui travaille sur le banc, qui nous explique le fonctionnement d'un banc. Ce serait parfait pour notre rubrique Web Atelier. Absolument, oui. Nous voici dans l'espace où se déroule le passage au banc. Donc on est avec Mitch. Et on va vous expliquer comment fonctionne un passage au banc pour une R1. C'est Mitch qui la passe au banc, qui est le responsable de cette partie. Mitch, est-ce que vous êtes le seul autorisé ici à passer les machines au banc? En fait, on ne va pas dire ça comme ça, mais je suis surtout le plus familier avec l'utilisation des softwares pour le banc. Est-ce qu'ils sont compliqués à utiliser ces softwares? En fait, il y a vraiment différents softwares. Actuellement, on utilise le Yamaha Software, le GYTR. Pour cette opération, c'est vraiment très facile à utiliser. Donc je passe quelques heures sur la moto et puis j'essaye de la régler du mieux possible. Vous devez ajuster le banc à la taille de la moto. Oui, bien sûr, on adapte la longueur du banc à la longueur de la moto. Évidemment, parce qu'il faut, pour des raisons de sécurité, que tout soit bien fixé et que ça marche sur le rouleau. Mais comment vous l'adaptez? Et en fait, c'est électronique. Vous voyez, j'appuie sur le bouton et ça me pousse la moto en avant ou ça me la ramène en arrière. Donc, c'est assez facile. Voilà, et donc il faut surtout bien que le rouleau soit calé parce que quand on accélère, bien, la moto se contraint. Combien d'essais vous faites par moto? Oui, combien de runs je fais avec chaque moto? Autant que je peux en faire, pour être franc. Généralement, c'est 3. Et des fois, je peux même monter jusqu'à 10 ou 12. Tout dépend de ce que l'on veut regarder et, par exemple, ce que l'on veut chercher à améliorer. Voilà, on utilise aussi différents settings et on voit les différences et on peut comparer. Et notamment sur la consommation d'essence. Et on modifie le CU et puis à chaque fois on vérifie et on compare. Ces souffleurs-là envoient de l'air à l'avant. Oui, c'est exactement ça. En fait, on a l'extracteur pour l'échappement, pour les gaz tout simplement. Ensuite, devant, on a 2 ventilateurs qui sont chargés d'envoyer de l'air froid sur le radiateur pour évidemment limiter la température moteur de l'huile. Quelle est la puissance de cette machine? Actuellement, on peut mesurer la puissance à 202,3 chevaux à la roue arrière. Qu'est-ce que vous regardez sur cette courbe? C'est surtout le ratio entre l'air et l'essence. Là, c'est ce que j'aimerais avoir et là, c'est ce qu'on a. Sur quelle vitesse vous effectuez ces mesures? Je fais toutes les mesures en 4e vitesse. En fait, si les motos sont au-dessus de 100 chevaux, je le fais sur la 4e. Si elles sont en dessous, c'est-à-dire les motos plus petites, je le fais sur la 3e. C'est pas toujours le cas, mais généralement c'est ça, 4 ou 3. Merci Mitch. On va parler de compétition, le lien est tout trouvé avec ce passage au banc. On va retrouver Eric et Paul qui sont tout près, dans un bâtiment tout près, dédié justement à la compétition. Alors là, on quitte la concession juste derrière la partie concession. On entend encore Mitch s'escrimer sur le banc de puissance. Et Paul, tu nous emmènes dans l'autre bâtiment dédié à la compétition, Yamaha Racing, c'est marqué. Est-ce qu'il est plus grand?
celui-ci que l'autre? En fait, j'en sais rien du tout. En fait, je me suis juste focalisé sur le prix. Non, mais en fait, c'est bien d'avoir un bâtiment dédié pour tout ce qui est racing, l'administration, l'organisation, la logistique, et des fois le travail technique, mais pas autant que prévu parce que la partie italienne travaille bien. Paul, quand avez-vous acheté cet immeuble? On a acheté ce bâtiment en 2015 et l'autre en 2001. Voilà, je vais vous présenter le Yamaha Racing Team. With Toprak in Là, c'est Toprak en stoppie, c'est sa meilleure figure. Voilà, en fait, cet emplacement était le parfait endroit pour mettre ce poster. Scale 1, hein? Scale 2, non? Ouais, c'est un cascadeur en fait, Toprak. Ça, c'est un Navara. Navara was new track. Voilà, et là, c'est là où on voit Toprak qui s'en va, qui distance Jonathan et Scott. Et on voit dans une vidéo que la machine va partir à 90 degrés. Depuis quand Yamaha n'avait pas gagné le championnat Ben Spies 2010. Ben Spies 2010, donc il était temps. Il était temps, mais on a quand même arrêté pendant plusieurs années. Donc c'est pas 12 ans de pénurie. On est revenu avec Paul en 2016. Et assez vite, on a fait podium, puisqu'on a fait 2 années de suite 3e au championnat. Donc, non, la progression, elle s'est construite et on comprend le résultat et le titre cette année, vraiment à travers une construction des 5 dernières années. Toprak, il est dans l'idée qu'actuellement, la plus belle catégorie au monde, c'est le Superbike. C'est celle pour laquelle il court, c'est celle pour laquelle il doit gagner. Et donc, pour lui, le MotoGP, ok, c'est là, mais c'est pas dans son scope, c'est pas son truc. C'est tout à fait respectable. Hein. Et il y a du Toprak partout. On va non, Locatelli, Andrea. Voilà. Là, on est avec Hélène et Sarah. C'est elles qui font le vrai travail. L'administratif, c'est ça le vrai travail. Actuellement, le team mécanique n'est pas là puisqu'on va avoir des tests à Barcelone la semaine prochaine. Ici. Allez, je vais vous montrer la salle de réunion. Voilà, avant qu'on s'en aille, je devrais te vendre cette lampe. J'aime beaucoup la lampe, celle-ci. C'est vraiment dans cette salle où vous prenez les décisions pour les courses? Oui, on utilise aussi cette salle de réunion pour le business. En fait, c'est un environnement sympa pour recevoir les partenaires, les potentiels nouveaux partenaires justement. Mais c'est aussi, en fait, on est évidemment engagé en championnat du monde, mais c'est aussi important pour nous, comme on est un team anglais, de pouvoir recevoir les partenaires chez nous. La moto de Mélandry? Oui, celle-là, je l'ai volée à Yamaha, mais il ne faut pas le dire à Eric. En fait, on avait participé à un Yamaha Racing Experience et en fait, il y avait différents modèles qui étaient exposés et j'ai demandé aux responsables qui étaient sur place est-ce que c'est possible d'en récupérer une. Et celle-ci, c'est vraiment une moto particulière parce que c'est la dernière moto officielle de 2011 avant l'arrêt du projet. Maintenant que vous avez gagné avec Toprak, c'est une sorte de consécration ce titre. Consecration, the title with Toprak. Non, en fait, c'est juste le point de départ. Eric, qu'est-ce qui vous a décidé à vous orienter vers Crescent? Non, il y a eu plein de choses. C'est que on savait qu'on voulait revenir en Superbike à partir de 2016. Initialement, on devait revenir en 2015. Et moi, c'était une de mes premières décisions quand je suis arrivé à Yamaha Europe. Ça a été de repousser le retour. Oui, Europe en 2014. Oui. Et quand j'ai vu que dans le plan, il était prévu qu'on revienne en 2015 en Superbike avec la nouvelle R1, je savais qu'on ne serait pas prêt, ce n'était pas possible. Une saison, notamment en Superbike, ça se prépare et on ne pouvait pas arriver à l'arrache avec une moto qui sortait en février pour attaquer le championnat 6 semaines plus tard. Donc les Japonais m'ont suivi, ils ont accepté qu'on reporte d'1 an, et ce qui nous a laissé plus de temps d'abord pour comprendre la moto et puis pour sélectionner le team avec lequel nous voulions opérer. Et j'avais là-dessus une vision très claire. Je trouvais inutile que Yamaha revienne dans un format de team factory, usine, c'est-à-dire avec des salariés de Yamaha, avec des ingénieurs Yamaha, alors qu'il y avait des structures comme celle de Paul qui existaient
Et je ne voyais pas l'intérêt d'aller débaucher les meilleurs mécaniciens de teams privés pour faire notre propre team, et je ne voyais pas la valeur ajoutée. Donc on a proposé à Paul, ce qui était relativement nouveau pour nous en Superbike, qui était vraiment de lui confier les opérations du team, nous prendre en charge ce qui est vraiment spécifique au constructeur, c'est-à-dire le développement des pièces particulières pour la course, tout ce qui est R&D, dessin, développement, travail au banc, et confier à Paul, qui avait cette expérience, l'opérationnel et l'exploitation. Le choix des mécaniciens. Voilà, alors donc Paul a son équipe avec ses mécaniciens, et on travaille en total partenariat avec Andrea Dozzoli qui lead le programme Superbike et Supersport. Il fait partie de chez vous. Oui, absolument, voilà. Il est Yamaha. Et donc, avec Paul, c'est d'essayer de déterminer surtout les chefs mécaniciens, l'ingénieur, ça veut dire toute la coordination qui va piloter ce lien parfait entre notre développement en Italie et l'opération au niveau de la piste, sur le circuit. Et puis pareil aussi sur le choix des pilotes, sur lequel on s'entend. Alors le choix des pilotes, c'est vous qui le faites? C'est vous qui les payez, les pilotes? C'est Yamaha ou oui, ça veut dire que nous on pense que c'est important. Là encore, il y a une volonté derrière. Si on fait du Supersport et du Superbike, c'est d'abord pour gagner, c'est d'abord pour mettre en valeur la qualité de nos motos, mais c'est aussi pour offrir une autre voie d'accès au Graal qu'est le MotoGP, sans passer par le Moto 3 et le Moto 2. J'ai une dernière idée, si vous êtes d'accord, pour vous présenter, en fait, pour finir cette présentation du team, d'aller jeter un œil sur cette photo qui est ici. Voilà, c'est une opportunité un peu inhabituelle. Regardez, parce que là, c'est la famille de la course. Cette image a été faite après que l'on ait eu la chance de pouvoir décrocher le titre de champion. Mais pas seulement pour Toprak, mais pour Yamaha, pour le titre constructeur. Le team également a récupéré le titre de champion du monde. Et puis pour Andrea Locatelli, qui a été sacré rookie de l'année. Et ça, il ne pourra pas le refaire, puisque maintenant, il n'est plus rookie. En fait, le mieux qu'on pouvait se projeter, eh bien, c'est ce que nous avons eu, la triple couronne. Voilà, ici on a Toprak en doré. Donc Andrea Locatelli, c'est le rookie de l'année. Il a vraiment franchi un cap cette année, en 2021. Et maintenant, l'objectif pour 2022, ça sera de gagner une course. Mais aussi, Paul, tu pourrais parler de la relation, de la connexion qu'il y a entre Toprak et Andrea. Dis-le en français. Ce qui est formidable, c'est que Andrea, depuis le départ, il est champion du monde. Donc il vient pour vraiment démontrer en Superbike. Mais il a respecté tout de suite Toprak, comme Toprak l'a respecté. Et en fait, Andrea a bien compris qu'il avait plus à apprendre de Toprak qu'à essayer de se concurrencer directement. Et toute la saison, ils se sont épaulés. Et par exemple, sur certains circuits, Andrea pouvait être bien dans la dernière portion et tirer Toprak pour les qualifs dans la ligne droite. Et donc, ils jouaient le jeu ensemble. Vraiment, j'ai rarement vu deux pilotes jouer aussi franchement l'enjeu du team en se soutenant mutuellement. Voilà, il y a vraiment des gens très intéressants dans ce groupe. Ce n'est pas un gros team, mais on a suffisamment de personnes pour faire le travail. Et il y a vraiment des personnages très intéressants. Mais cette photo, pour moi, c'est la plus douloureuse. Parce que, évidemment, je devais aller à Mandalika pour la dernière manche. Et Paul, tu es sur la photo ? À cause du MotoGP, Paul est là. Mais à cause du MotoGP, ils ont décidé finalement de décaler d'une semaine Mandalika, et qui avait lieu la veille de l'ECMA, où on avait, nous, tous nos distributeurs, etc. Et à cause du Covid, les conditions Covid rendaient impossible. J'ai regardé absolument par au-dessus, par en dessous. Et vraiment, j'étais une grande frustration. Tu étais au titre de Fabio, toi. Oui, écoute, voilà, donc, on ne peut pas tout avoir, mais c'est vrai que en 2021, le titre mondial plus de COVID en MotoGP pour Yamaha, le titre mondial en Superbike pour Yamaha, c'était une année incroyable. Et motocross avec Maxime, et motocross, super titre avec Maxime Renault en MX2, c'était vraiment super. Incroyable, une année pour Yamaha. Oui, enfin, les deux gros on essaye de dire que c'est pas incroyable parce qu'on court pour ça. Hein. Et deux fois
français, ça. Et, Oui, oui, mais bon. et 2 Français, bien sûr. Et un Turc qui va bien. Bon, c'était une super visite. Merci de nous avoir fait visiter tes lieux, la concession, la partie compétition, Paul. Merci Et à vous. puis David. on travaillera un peu le français. Tu nous apprendras un peu quelques nouveaux mots en anglais. Mon aussi. plaisir. Merci. The next time. The next time. Quelques dias the next time. La prochaine fois. La prochaine fois, je parle plus en français. Merci beaucoup. Merci, Eric. À bientôt à Aragon. Okay, yeah, Et puis absolutely. moi, ce que je trouve super, c'est que on venait pour découvrir un concessionnaire étranger, mais on s'aperçoit que la compétition, la passion, l'attrait des produits, c'est assez universel quand Ouais, même. puis toi, ça t'aide un peu à tu vérifies un petit peu que tout se passe bien quoi, dans les concessions. Oui, c'est toujours bon, mais il prépare bien. À chaque fois, lui, c'est impeccable. C'est clean. Mais le problème en Angleterre, ce n'est pas Saint-Tropez. It's not raining. Let's say it's not Mais il y a raining. soleil It's- aujourd'hui. it's- Oui, il y a it's- soleil. it's C'est pas bien. mal. Merci Paul, merci Ok, beaucoup. merci bien. Ciao.